Bien, je propose de commencer. Bonjour à tous. Donc le cours d'aujourd'hui va concerner les fluctuations en fait, au nanoéchelle, notamment les fluctuations en lien avec le transport. Et donc comme un peu les 8 cours, c'est un point de vue sur le transport au nanoéchelle. C'est-à-dire, une nouvelle fois, enfin, je réitère le fait que l'idée du cours, ce n'est pas d'avoir une vision exhaustive de tout ce qui se passe dans ce domaine, mais plutôt de prendre 8 points de vue différents et puis de voir ce qu'il en sort. Et donc là, je vais vous parler des fluctuations, parce que d'une part, les fluctuations, comme on verra, c'est un point essentiel quand on s'attaque aux échelles toutes petites. Et ça, je vous l'avais montré très rapidement dans le premier cours, où je vous avais dit que à l'échelle nanométrique, le transport, les fluctuations de vitesse, d'écoulement, etc., c'était là où elles devenaient extrêmement importantes. Et puis aussi parce qu'on peut faire pas mal de choses en fait, avec ces fluctuations. Et donc là, essentiellement dans le cours, je vais vous présenter 3 exemples en fait, de choses qu'on peut faire, et avec des côtés assez fondamentaux. Et à la fin, pour arriver vers un aspect où comment on pourrait utiliser ces fluctuations pour, par exemple, améliorer le tamisage, améliorer les membranes, etc. Alors, comme souvent, j'aime bien commencer par des citations. Il y a une citation de Feynman là, qui dit que tout ce qui se passe dans la nature, en gros, c'est associé à l'excitation des atomes. Et ça, évidemment, nous, on travaille à une échelle où kT est l'énergie clé. Et donc là, on va avoir du kT un petit peu dans tous les sens. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un survol un petit peu de quelques points de la littérature, puis après, je passerai au tableau pour décrire quelques aspects un peu plus quantitatifs. Et donc, quand on parle des fluctuations, souvent on associe ça au bruit. Et ça, c'est le bruit, c'est-à-dire on prend par exemple un système aux nanoéchelles, aux échelles inférieures. Donc ça, par exemple, je vous montre ici un exemple parmi beaucoup d'autres, mais c'est un exemple qui a été réalisé au laboratoire là, par Paul Robin, Mathieu Lisée et d'autres. Et l'idée, là, c'est d'utiliser des systèmes du type bidimensionnel, les systèmes de Van der Waals, où là, typiquement, on a du transport dans des canaux qui font quelques nanomètres, et on peut même descendre plus bas. Et voilà, ça c'est un exemple typique de choses qu'on peut faire, c'est-à-dire on laisse le système à l'équilibre et on mesure le courant électrique et les fluctuations du courant électrique. Et donc ça c'est vraiment le bruit, c'est mesure directement comment les ions traversent ce canal, vont dans le réservoir, rejoignent les électrodes, etc. Ça c'est typiquement une expérience qu'on peut faire, et ces expériences sont à la fois extrêmement intéressantes et à la fois toujours un peu décevantes, parce que en fait, à la fin des fins, on obtient toujours du 1 sur F, à peu près. C'est-à-dire, si on prend la densité de puissance du bruit, I carré d oméga, en fonction de la fréquence, en fait, c'est essentiellement 1 sur F, alors avec des exponents qui diffèrent un tout petit peu, 1,3, 1,2, etc., avec parfois là, un système très chargé, des échancrures. Et donc, voilà, ça, c'est un des aspects que, en fait, je ne vais pas discuter dans le cours, mais c'est juste pour vous dire que, ça, typiquement, le bruit est souvent associé aux fluctuations, c'est tel qu'on le voit, et il y a énormément de choses à tirer de ces aspects-là. Là, ce qui va m'intéresser un petit peu plus, c'est en gros ce qui est plus lié à ce type de mouvement. Donc ça, c'est les résultats de simulation numérique, c'est par Mounir Tarek il y a quelques années. Ça, c'est des simulations qu'il avait réalisées à travers ce potassium channel. Il y a de l'eau partout, mais elle n'est pas visible là, sur les simulations. Et ce que je veux juste faire remarquer ici, c'est que dans le transport des ions, là, comme vous voyez, ça bouge un petit peu dans tous les sens, en fait. Vous voyez, donc évidemment, les membranes lipidiques, il y a du kT, et puis les ions eux-mêmes bougent, rentrent, etc., sortent. Donc ça, c'est un petit peu ça que je voudrais décrire, c'est-à-dire que finalement, cette vision où on a un tube complètement rigide avec de l'eau ou des ions qui passent dedans, c'est souvent, c'est pas la réalité, en fait. C'est-à-dire que souvent, le canal, il bouge lui-même. Et donc c'est ça qu'on va essayer de discuter. Donc ça, c'est un autre exemple. Où on voit, ça, c'est le zoom sur ce qui se passe ici, où, alors, ça, c'est des fluctuations typiquement à la picoseconde, etc. Ensuite, dans le côté du bruit, ça se voit aussi dans des expériences ou des simulations quand on décrit les milieux poreux. Par exemple, là, je vous montre des résultats de simulation en fait, dans ces deux côtés-là.
les simulations, les gens sont beaucoup intéressés aux zéolithes. Il y a notamment s'intéresse toujours beaucoup aux zéolithes, mais donc les zéolithes, c'est des milieux poreux à l'échelle, voilà, ça c'est un exemple typique, à l'échelle de quelques angstroms. Et par exemple, un point intéressant, c'est qu'on s'intéresse soit aux zéolithes figés, donc dans des simulations, vous avez tous les droits, et donc vous pouvez soit rigidifier la structure, soit la laisser fluctuer. Et quand on la laisse fluctuer, par exemple, la diffusion est beaucoup plus importante que quand on ne la laisse pas diffuser. Donc là, par exemple, ça c'est diffusion alors, de différentes molécules à travers une zéolite zifuite, et le modèle flexible est a des ordres de grandeur, par exemple, ici. Je pense qu'ici, c'est pour j'arrive plus à lire, le xénon, je crois. Il y a des ordres de grandeur d'accélération de la diffusion quand on prend un système qui fluctue par rapport à des systèmes qui ne fluctuent pas. Un autre exemple, je ne vais pas en montrer non plus des milliers, mais c'est un exemple que j'aime bien, c'était des simulations aussi ici du transport d'eau dans des nanotubes où les auteurs prenaient en compte les phonons. Donc, la semaine dernière, je vous ai dit il faut faire attention aux plasmons. Là, ici, c'est les phonons. En fait, et les phonons, on sait que c'est extrêmement important. C'est des sujets qui nous intéressent beaucoup au laboratoire. Et en fait, donc là, c'est de façon purement classique. Et ce qu'ils avaient montré, c'est que, là, j'ai surligné un point du texte, c'est que quand ils prenaient en compte les phonons, l'autodiffusion de l'eau dans les nanotubes était 3 fois plus élevée, donc un effet 300% par rapport à l'eau qui est dans un nanotube rigide. Une nouvelle fois, on peut faire ce qu'on veut, donc on peut comparer les deux situations. Ça générait du débat, mais la question était vraiment celle-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'attend à ça, en fait? Est-ce que les fluctuations des parois, ici, par des modes d'excitation de surface, peuvent induire des accroissements du transport? Là, c'est juste pour vous donner, en gros, l'idée générale que je voudrais essayer de suivre là, dans ce cours, c'est un peu celle qui a émergé à la fin du cours précédent. C'est-à-dire, je vous ai montré dans le cours précédent que le frottement sur la surface, donc le coefficient de transport, on peut le relier via des formules de Kubo aux fluctuations du système. Et notamment dans les fluctuations du système, alors là, c'est plutôt les fonctions réponses, mais il y avait les fonctions réponses qui sont liées directement aux fluctuations. Dans le cas précédent, c'était les électrons dans le nanotube. Mais ici, en général, c'est ça que l'idée de tout ce que je voudrais montrer ici, c'est comment on relie, par exemple, l'accélération de diffusion de l'eau ou d'un traceur, ou même de la perméabilité, avec une fonction qui caractérise le bruit. Et les facteurs de structure dynamique, c'est ce qui caractérise les fluctuations et des parois, etc. Donc là, je vous ai montré en fait beaucoup de simulations, parce que finalement, c'est des sujets qui ont été beaucoup abordés dans le cadre des simulations, beaucoup moins dans le cadre des manips. Mais alors là, il y a une manip très récente que je trouve vraiment intéressante, et que j'avoue de ne pas comprendre complètement. Mais c'est une manip où ils ont réussi, dans une MOF, à séparer H2O et D2O. Donc, vous voyez, c'est deux isotopes qui se ressemblent quand même énormément. Donc là, il y avait une séparation possible. Et l'idée qu'ils promeuvent, c'est que cette séparation était liée exactement au fait qu'on avait des pores qui fluctuent, et en gros des parois qui fluctuent, et aussi des pores qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc on retrouve un peu toujours cette idée de parois fluctuantes, etc. Et donc c'est ça que je voudrais traiter explicitement dans la suite. Essayer de vous montrer pourquoi ces fluctuations peuvent avoir un rôle. Et là, vous voyez, un rôle pour séparer deux isotopes, c'est quand même extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce que quand tu fais fluctuer, ça sépare le H2O et le D2O ? Alors, je vais te répondre partiellement à la fin du cours. Mais ce n'est pas complètement évident pour moi que ça marche aussi bien. Donc ça sera une demi-réponse que je t'apporte. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc je vais faire 3 illustrations. Je vais commencer par un calcul assez pédestre de fluctuation hydrodynamique, c'est-à-dire ce qu'on imagine la plus simple, le plus simple possible. Et ensuite, je vais regarder deux problématiques un peu plus subtiles où on va regarder l'effet des parois, les fluctuations de parois, comme je vous ai montré tout à l'heure sur les canaux, et justement ces pores fluctuants, et en quoi ces pores fluctuants peuvent améliorer ou pas la sélectivité. Alors, les fluctuations hydrodynamiques, c'est finalement la façon la plus pédestre qu'on peut décrire et aborder le problème. C'est-à-dire que là, on prend... Alors, je fais toujours le même dessin. Je pense que pendant 8 cours, je vais faire le même dessin. En gros, c'est un pore. Voilà. Et dedans, il y a des molécules d'eau ou ce que vous voulez.
Et là, je mets 2 réservoirs. Bon, je vous verrai après que ça peut avoir un impact important. Et je mets par exemple une différence de pression entre les deux. Et donc, j'ai le flux moyen de l'eau est proportionnel à la différence de pression. Donc, ça veut dire que la vitesse moyenne de l'eau, c'est Q sur pi r carré. Voilà, c'est directement proportionnel à delta P. Alors en fait, en pratique, si on fait la simulation numérique, donc ce qui est le cas ici, comme ça, c'est une simulation très simple d'un modèle de type Lennard-Jones. Si vous tracez, alors on ne trace pas ici la vitesse, mais on trace la position du centre de masse, center of mass en anglais. Et donc la position du centre de masse, c'est telle que x du centre de masse, c'est la vitesse moyenne en fonction du temps, et là c'est la vitesse moyennée sur toutes les particules du système. Vous voyez. Et donc, si on avait un système constant, ben, ça serait une droite, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de fluctuation. En pratique, ce qu'on voit, et c'est ce que j'ai tracé là, les vraies trajectoires, ça ressemble à ça, de façon évidente. Et si je ne mets pas de force, c'est-à-dire là je mets une force de gravité qui est équivalente à la pression, on a aussi, sans force, on a aussi des grosses fluctuations. Et en fait, quand on trace le carré moyen du centre de masse, eh ben, on a quelque chose qui en fait, se comporte de façon diffusive avec un coefficient de diffusion du centre de masse. Alors, décrire ça, en fait, c'est pas compliqué, mais vous voyez, c'est un peu le degré zéro qu'on veut savoir sur les fluctuations dans un système comme ça. Et en fait, là, on ne sait pas grand-chose dans le système, et donc quand on ne sait pas grand-chose, en général, on aime bien écrire une équation de Langevin. Parce que l'équation de Langevin, on peut écrire une équation de Langevin sur le centre de masse. C'est un coefficient de frottement, donc du fluide sur les parois, puisque quand le fluide se déplace, en fait, il va frotter sur les parois, comme on a vu la semaine dernière. Et l'équation de Langevin, ce qu'elle a de magique, c'est que on dit juste qu'il y a une force aléatoire, et que cette force aléatoire, on ne connaît pas grand-chose sur elle. Mais il y a une chose qu'on connaît et qui est absolument essentielle, c'est qu'elle doit vérifier le théorème de fluctuation-dissipation. C'est que la fonction de corrélation, c'est 2 kBt psi delta t. En supposant que c'est markovien, ici, je vais revenir d'ailleurs sur cette hypothèse, mais l'idée générale ici, c'est de simplifier. Et donc c'est intéressant parce qu'on ne connaît rien là-dessus, mais on sait que ça doit obéir à cette relation. Alors, on peut faire beaucoup de choses là-dessus. La point clé, c'est déjà qu'est-ce que ça vaut ce xi. Si je prends un modèle, en fait, le xi, ça relie la force qui s'exerce sur les parois en fonction de pardon, c'est md2 sur dt2, d sur dt, pardon. Et évidemment, c'est la relation linéaire entre la vitesse et le frottement. Pour avoir cette relation, la force de frottement, c'est la surface. Là, par exemple, je prends un port cylindrique fois la contrainte. Et par un bilan de force sur, par exemple, si je prends un canal ici comme ça, j'ai une force sur les parois ici, et j'ai une pression ici, P1, une pression P2 ici, et donc ça, par bilan de force dans le régime stationnaire, ça c'est pi r carré delta P. Et donc le coefficient de frottement, alors ça va être, comment je vais l'écrire, en fait, la force, ça va être, rapidement, on va arriver au fait que la force, c'est un coefficient de frottement fois la vitesse du centre de masse. Et ce coefficient de frottement, il est lié au fait que le système ici obéit à une loi de Poiseuil, c'est-à-dire que ensuite on écrit que ça, c'est pi r4 sur 8 θ delta P sur L, et on en déduit tout de suite le coefficient de frottement. Le coefficient de frottement, c'est ça, et éventuellement, si vous voulez ajouter du glissement, vous aurez par exemple ici une augmentation de la perméabilité, comme je l'ai discuté la semaine dernière, et ce qui va à ce moment-là réduire le coefficient de frottement par le terme correspondant ici. Donc ça, pourquoi j'écris ça? Parce que là, on peut commencer à avoir des estimations un peu plus précises. Et
le coefficient de diffusion du centre de masse. Maintenant, j'ai une équation de Langevin très classique. Ça veut dire que le centre de masse va avoir une marche aléatoire et le centre de masse va obéir à fluctuation-dissipation, c'est-à-dire kT sur le coefficient de frottement. Et ce coefficient de frottement est éventuellement augmenté par le glissement. Alors ça c'est, d'une part, c'est intéressant parce que si on prend des systèmes nanométriques, déjà, si on a un soluté, son coefficient de diffusion classique, c'est kT sur 3pi eta fois le diamètre du soluté. Donc là où, par exemple, je prends une particule, un sel ou un soluté quelconque. Et donc, la question, c'est comparer ça à ça. Alors, si le L est infini, la diffusion au centre de masse est nulle. Mais par contre, si on a des systèmes de taille finie, par exemple le potassium channel que je vous montrais tout à l'heure, ça va être quelques nanomètres. Maintenant, si on a un petit peu de glissement, ça peut vite devenir très grand, en fait, cet aspect. Et donc, en fait, ça veut dire déjà que la diffusion du centre de masse n'est pas du tout négligeable par rapport à ça. Et la diffusion du soluté effective, ça sera le D0, ici, du soluté, plus la diffusion du centre de masse. Alors, il faut corriger un tout petit peu ça parce que si on a un système de taille finie, on a forcément les effets d'entrée. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le système, et ça, c'est un coefficient de frottement. Typiquement, ça on le comprend assez vite ce que ça doit être, c'est-à-dire que si on résout Navier-Stokes, c'est-à-dire que là je suppose que c'est Navier-Stokes, dans cette échelle-là, le gradient de pression ici, il se fait sur une échelle associée au rayon, et ça c'est V sur R carré, c'est-à-dire que dans un effet d'entrée comme ça, sera tel qu'on a R sur eta delta P, et le vrai coefficient ici, c'est 3, enfin peu importe. Et c'est ce qu'on appelle la formule de Samson. C'est le coefficient d'entrée. C'est-à-dire que la vraie formule, c'est ça. Et donc ça veut dire qu'il y a un coefficient de frottement d'entrée. Et ce coefficient de frottement, en gros, il faut faire ça un peu plus proprement en utilisant le préfacteur de Samson. C'est 3pi carré R. C'est-à-dire que vous remplacez le L par un R correspondant, et auquel cas, ça c'est juste un léger amendement de la formule, mais qui a son importance. C'est-à-dire que le coefficient de diffusion du centre de masse, ça sera KBT sur donc le UIpi eta L sur 1 plus 4B sur R, plus le coefficient d'entrée. Et donc, là, on voit que si... pardon. Voilà, quand la longueur de glissement devient infinie, en fait, c'est pas que le coefficient de diffusion effectif tend vers l'infini, c'est plutôt que c'est que les effets d'entrée qui dominent. Rien d'extrêmement surprenant. Mais une nouvelle fois, ce qui est intéressant, c'est que ces effets-là ne sont pas négligeables et on pourrait devoir les prendre en compte. Alors, je vous montre ça aussi pour dire comment on décrirait les fluctuations dans un écoulement à ces échelles-là. On pourrait... alors, là, l'approche que j'ai faite, elle est phénoménologique, très simple. Par contre, elle est fausse, en fait, en pratique. Et ça, c'est à cause des échelles de temps. Elle est fausse, mais alors, vous verrez qu'elle est partiellement fausse. C'est parce qu'en fait, l'échelle de temps caractéristique qu'on peut extraire ce que j'ai effacé de l'équation de Langevin, ça va être typiquement la masse sur ce coefficient xi, ici comme ça. Donc ça, c'est la masse de fluide, donc c'est la densité de l'eau fois pi r carré L, sur xi, c'est 8pi eta L. Par exemple, j'oublie les effets de glissement là pour simplifier. Et donc ça, c'est r carré sur nu, où nu, c'est ce qu'on appelle la viscosité dynamique, c'est viscosité divisée par la densité de masse. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le temps vraiment de relaxation du centre de masse. Et
en fait, il y a un autre temps qui est important dans le système, c'est quelle est l'échelle de temps hydrodynamique. Et l'échelle de temps hydrodynamique, c'est quel temps met la quantité de mouvement pour diffuser au travers du système. Et ça, c'est une échelle hydrodynamique, je vais écrire ça taux nu, c'est un coefficient de diffusion, c'est un processus de diffusion. Et donc, ça sera, si j'ai une échelle R, ça sera aussi R carré sur nu, parce que nu, c'est le coefficient de diffusion de la quantité de mouvement. Donc, ce que vous voyez, c'est que ces deux temps-là sont équivalents. Et donc, ça veut dire que l'équation de Langevin, elle n'est pas vraie. Parce que si l'équation de Langevin suppose que le temps microscopique devrait être beaucoup plus faible que le temps hydrodynamique. Et donc, ce n'est pas vrai là. Donc, en gros, faudrait, si on était un petit peu rigoureux, il faudrait prendre en compte ces effets de mémoire. Donc ça, c'est des effets non markoviens. On peut faire plein de choses avec ça, c'est extrêmement intéressant. On peut induire de l'hydrodynamique fluctuante, et donc ça, c'est ce qu'on avait fait notamment avec François d'Etcheverry à l'époque, dans ses articles. À la fin, ça ne change pas le coefficient de diffusion. En fait, le coefficient de diffusion, en fait, il se déroule sur une échelle de temps plus longue, en fait, donc il va pas vraiment voir ça. Par contre, ça va changer drastiquement la façon dont la vitesse du centre de masse relaxe. Donc c'est un peu tout ça, c'est un petit peu des points de détail, en fait, à la fin. C'est-à-dire que c'est très bien, mais par exemple, avec ça, on n'arrive pas du tout à expliquer les bruits en 1 sur F que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas du tout les mêmes échelles de temps. Donc voilà, donc ça c'est... Je ne vais pas aller plus loin sur cet exemple, parce que, en fait, c'était juste une première illustration. En fait, ce qui m'intéresse plus, c'était éventuellement ce côté d'avoir des parois qui fluctuent. C'est plutôt ça que je voudrais discuter ici comme ça, et qui... parce que ce que je vous ai montré des résultats tout à l'heure de simulation, c'était plutôt cette idée que la paroi fluctue, et c'était ça qui avait un impact gigantesque sur le transport. La question, donc là, c'est un des schémas que mon collègue et ami Roland Netz avait fait. Évidemment, ce n'est pas du tout la réalité, mais c'est pour illustrer le fait que ça peut fluctuer beaucoup les parois. Et la question qu'on va se poser, précisément, c'est de dire qu'on a une surface qui fluctue avec, en fait, une certaine... par exemple, si j'écris ici un H de X pour la fluctuation de la paroi, ça, c'est quelque chose de fluctuant. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est, en Fourier, c'est de se dire, finalement, je me donne un spectre de fluctuation. Et en gros, ça, c'est l'input du système, de se dire, j'ai ce spectre de fluctuation, comment ça affecte comment une particule à l'intérieur va bouger, va diffuser. Parce que ça, c'est vraiment la question qui est... quand tout à l'heure, je vous montrais ces simulations où on voyait les coefficients de diffusion augmenter par des ordres de grandeur, c'est ça qu'on est en train de discuter. Et alors, je vais surtout regarder le coefficient de diffusion comme quantité, comme sonde en fait, c'est-à-dire vraiment l'autodiffusion des particules dans un système comme ça. Et la vraie question, c'est est-ce que je peux faire un lien entre ces deux choses-là? Exactement comme j'ai fait le lien dans le frottement, entre le coefficient de frottement et les fluctuations des électrons. Alors, en fait, le premier truc, donc ça, c'est tout un travail qu'avait fait Sophie Marbach pendant sa thèse, et on avait travaillé avec David Dean sur ce sujet-là. Et c'était un sujet qui était vraiment riche. Et alors, je vais vous montrer d'abord des simulations, en fait, et ça, c'est des simulations qu'avait fait Sophie, où l'avantage des simulations, c'est qu'on a tout de suite une réponse. On met des ingrédients dedans, et puis on regarde ce qui sort. Donc, et là, c'est extrêmement facile à faire, parce que dans une simulation, vous pouvez geler, si vous en avez envie, les parois ici du graphène qui est confinant. Et quand on faisait ça, voilà le résultat obtenu par Sophie. Donc ça, c'est on prend l'autodiffusion d'une particule d'eau, et le x carré, donc par exemple, suivant x, c'est un coefficient de diffusion. Et donc ça, c'est linéaire en temps. Et ce qu'on voit, c'est que dès que les parois fluctuent, le coefficient de diffusion est augmenté. Donc ça, c'est OK. Et finalement,
naïvement, c'est à ça qu'on s'attend, parce qu'on se dit, bah, ça fluctue, donc ça doit brasser. C'est un peu l'idée naïve qui ne correspond pas du tout de mélanger le café avec une cuillère. Mais en fait, ça oublie tout un aspect du système qui s'appelle le phénomène de Fick-Jacob. C'est que, donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros, ça c'est un colloïde qui est contenu dans des parois qui font comme ça. Donc là, ça c'est les parois solides. Et là, c'est l'autodiffusion d'un colloïde qui se balade. Et en fait, on n'arrive pas à voir avec la lumière, mais ce qui se passe, c'est que en fait, le colloïde, quand il fait ça, il explore en fait toute la rugosité ici comme ça avant d'aller là, par exemple. Donc le fait qu'on ait écarté, qu'on ait mis de la rugosité, le système va passer beaucoup de temps à explorer ça. Et donc en fait, ça a tendance à plutôt réduire le frottement. Et donc ça, c'est un transport réduit. Donc en fait, se dire, oui, c'est évident, dès que ça bouge, j'augmente le transport, ça n'a rien d'évident en fait. Et on peut trouver des cas où, on s'attend à trouver des cas où le transport est atténué par la présence des fluctuations, et des cas où le transport est augmenté. Et donc c'est ça que je voudrais vous montrer là sur un exemple, en faisant des estimations très simples en fait de ces deux situations-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Fick-Jacob, et je vais commencer par... je me souviens jamais si c'est un cas, oui. Je vais commencer par décrire ce phénomène-là avec les mains, enfin, très, très rapidement. Donc en fait, le Fick-Jacob, on a une surface comme ça, et on regarde le coefficient de... Par exemple, on a un soluté, et ce soluté est décrit à 3 dimensions par une équation de diffusion, Laplacien de C. Donc rien de très mystérieux. Simplement, on va considérer, finalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment ça se passe de façon effective latéralement. Donc on va induire, par exemple, un C parallèle qui ne dépend que de X, qui est la moyenne sur la surface, ici, comme ça, de la concentration. Et typiquement, ça, c'est la surface. Donc, c'est-à-dire que la largeur ici, par exemple, G suivant X, c'est la surface A de X, fois une concentration moyenne dans le pore, pour cette position-là. Donc, on a vraiment intégré, moyenné. Et on cherche à avoir, en fait, une équation de diffusion sur le C parallèle. Donc, cette équation de diffusion, en fait, c'est une équation de conservation. Donc, c'est d sur dx d'un flux, et ce flux, c'est proportionnel à la surface fois une sorte de flux moyen des particules à travers ces deux surfaces. Et ce flux moyen de particules, c'est, comme le dit la loi de Fick liée à ça, c'est moins d, donc d sur dx, de la concentration moyenne, en fait, typiquement. Ça, c'est la loi de Fick. Et donc ça s'écrit moins d sur dx de a de x. J bar, ça va être... alors je vais mettre un d. Les moins vont se compenser. D sur dx de c parallèle sur a de x. Et donc, de façon effective, quand je regarde seulement ce qui se passe suivant x, en fait, on voit apparaître la surface qui est ici comme ça. Alors ça va nous permettre d'estimer l'autodiffusion, mais déjà, ce qui est intéressant à voir avec cette équation, c'est que ça se rapproche de ce qu'on appelle des sortes de pièges anthropiques, en fait. Parce que l'équation, donc je vais garder cette forme là-bas, mais je peux développer, vous voyez, j'ai un 1 sur A et puis un A, donc ça, je peux le réécrire, d sur dx de C, pardon, de dc sur dx, je vais mettre plutôt le d à l'intérieur, comme ça, si on veut. Et le deuxième terme, donc là j'ai dérivé, ici j'ai dérivé ce terme-là, et donc le a disparaît. Et le deuxième terme qui reste, c'est moins d dx de a sur a fois c. Ça c'est c parallèle toujours. Et ça c'est amusant parce que ça ressemble à
une équation de type Smoluchowski avec une force. Donc ça, c'est moins mu C parallèle avec la force qui est égale à d sur mu dx, et là c'est dA sur A de log de A. Et la force, on dit que c'est par exemple c'est la dérivée d'un certain potentiel. Donc en fait, on a le potentiel associé qui est kBt, parce que la fluctuation de dissipation dit que d sur mu c'est kt, fois log de A. Et donc ce qui est amusant dans ce problème de Fick-Jacob, ce qui est quelque chose de très ancien, mais c'est qu'on a une diffusion dans un potentiel effectif qui est purement entropique et qui est lié au fait que le A fluctue. Et donc en fait, on voit tout de suite apparaître le fait que perdre du temps dans ces cavités, ça revient en fait à avoir un potentiel de type entropique. Alors, ce qui va m'être utile par la suite, c'est que dans cette limite-là, on peut montrer, et donc ça c'est que le D, c'est le D0 sur exponentielle bêta U, moyenné spatialement, exponentielle moins bêta U. Donc ça c'est une formule qui s'appelle le Lifson-Jackson, que je peux vous remontrer rapidement en fait. L'idée, en fait, on la comprend assez vite d'ici, en fait. C'est que dc, c'est d sur dx de exponentielle donc moins bêta u, d sur dx de exponentielle plus bêta u fois c parallèle. Et tout ça, avec un d, tout ça, en fait, c'est le flux. Et donc à 1D, quand ça c'est stationnaire, le flux est constant. Le flux est constant par rapport à x. Et donc ça fait D. Donc ça égale à constante, c'est-à-dire est égal à exponentielle moins bêta u. Dx de exponentielle bêta u c'est parallèle. Et donc on peut en déduire ça tout de suite en résolvant l'équation que c parallèle c'est de x et de t, c'est un c parallèle de x égale à 0. Et là il n'y a plus de t, ça c'est stationnaire. Exponentielle moins bêta u de x moins u de 0. Et ensuite, il y a le second terme qui va arriver de ça, et donc c'est un j sur d exponentielle de moins bêta u pour lui, de x, latéral bêta u de x' dx'. Donc en gros, je résous ce truc-là. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est... Alors, là, je fais une démonstration vraiment ultra rapide de Lifson de ça. Et donc ça, c'est une astuce que m'a indiqué David Dean. La façon la plus simple de le faire, c'est de dire finalement ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le flux moyen, c'est-à-dire moyenné spatialement, en fait. On assume que, on suppose que le flux effectif, c'est ça. Ça veut dire que je dois, en gros, moyenner ça sur l'espace. Et moyenner... Donc c'est ça que je vais essayer de calculer ici. Et en fait, le J, donc quand x devient grand, en fait ce terme-là, il ne va plus m'intéresser. Et ici, je vais avoir C parallèle de x est égal à J sur D exponentielle moins bêta U de x. Et ça, par exemple, je peux faire apparaître x fois 1 sur x de cette relation. Et ça, c'est la moyenne spatiale quand x tend vers l'infini de plus bêta u de x là. Et donc la moyenne, c'est ça qui m'intéresse moi, spatiale de ça, et la dérivée par rapport à x. Dérivée par rapport à x, je vais dériver par rapport à ça. Il va me rester j sur d, moyenne spatiale de bêta u fois moyenne spatiale de plus bêta u.
Et ça me donne, si je dis que ça c'est le coefficient de diffusion effectif, pardon, c'est comme ça que je le définis, ça me donne ça égale 1 sur d effectif est égal à ça. Bon. Donc le d effectif est égal à cette relation que j'ai montrée là, comme ça. Donc c'est une démonstration très rapide, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pour revenir à mon problème, c'est que quand ma rugosité fluctue et assez lentement, parce que Lifson-Jackson, c'est statique, donc ça, c'est oméga tend vers 0, la coefficient de diffusion du soluté dans cet espace, c'est exponentielle bêta U, exponentiellement bêta U, et ça, c'est A moyenne de 1 sur A. Et si maintenant, je dis que A, donc je mets par exemple, A, c'est W fois une épaisseur H de X, qui est W H0 plus un petit h de X. En fait, la moyenne de A, en fait, ça, c'est de moyenne nulle, donc ça va être WH0. Et la moyenne de 1 sur A, c'est 1 sur W H0 plus petit h. Et donc là, il faut moyenner ça. Donc ça fait 1 sur WH0. Et je vais passer ça au numérateur. Donc le premier terme ici en H sur H0, il va s'annuler. Donc c'est en moyenne. Et il va rester le deuxième terme, H0 au carré sur H. Et donc donc c'est forcément plus ici. Et donc ici, le D0, ça va être un D0 sur moyenner ça fois ça. Donc ça va faire 1 plus H carré sur H0 au carré. C'est fait à peu près D0, 1 moins H carré sur H0 au carré. Et donc ça, c'est la première partie de l'effet, c'est quand la fréquence tend vers 0, le coefficient de diffusion est réduit par cet effet anthropique. Maintenant, la deuxième partie, et c'est celle-là qui est peut-être la plus intéressante, parce que ça, c'était la limite statique, mais il y a la limite vraiment dynamique, c'est-à-dire quand mes parois commencent à bouger dans tous les sens. Et alors ça, il faut que je discute un tout petit peu un phénomène hydrodynamique qui est vraiment intéressant et qui s'appelle la dispersion de Taylor-Harris. La dispersion de Taylor-Harris, c'est que je prends là maintenant, pour l'instant, oubliez, je fais juste une digression, oubliez que les parois fluctuent. Je reviens à un problème assez classique. Deux parois, et je suppose que j'ai un écoulement. Et quand on a un écoulement comme ça, je vais supposer, pour simplifier, qu'il n'y a pas de glissement. Le profil de vitesse, c'est un profil de Poiseuil. En fait, Taylor-Harris dit que la question qu'on se pose, c'est que si je mets un soluté, par exemple sous la forme d'une bande à t égale à 0, et je fais marcher l'écoulement. Quand je vais faire marcher l'écoulement, eh ben, ça va suivre au degré 0 l'écoulement. Donc là, on va avoir sur une certaine épaisseur, que je note ici h, une dispersion. Et après, sur un temps de diffusion perpendiculaire, ce système-là va diffuser perpendiculairement. Quand je dis après, évidemment, tout ça se fait en même temps, mais j'ai décomposé le mouvement. Et donc, à la fin, ce que je vais avoir, c'est un système qui, initialement, était une bande, et, grâce à l'écoulement, commence à s'élargir. Et donc, il y a une largeur, ici, W carré, et on cherche à connaître cette largeur. Alors ça, d'une certaine façon, c'est assez simple, parce que, finalement, ce processus ici de partir d'une bande à quelque chose d'élargi, en gros, il y a une sorte d'étape élémentaire, de temps élémentaire, qui est le temps de diffusion sur
le côté perpendiculaire, pour passer de ça à ça. Donc c'est une sorte d'étape élémentaire, et après, au fur et à mesure, chacune des bandes, là je redécoupe ça en petites bandes, qui chacune a subi le même processus. Donc cette étape élémentaire est répétée, répétée, répétée. Et donc, si je calcule W carré à un certain temps tau, qui est le temps élémentaire, ben, c'est en gros, quelle est la largeur ici? La largeur, c'est ni plus ni moins U fois tau. C'est-à-dire que, en gros, on a le maximum ici de la vitesse, c'est la vitesse fois tau, et là c'est 0, et donc c'est ça qu'on a mis comme ça. Donc c'est U carré tau carré, et le coefficient de diffusion effectif, c'est W carré sur 2 tau, donc c'est U carré tau carré sur tau, c'est-à-dire U carré tau. Et donc, maintenant, je dis que le tau, c'est H carré sur D. Donc ça, c'est U carré H carré sur D. Et à la fin, on arrive au fait que le coefficient de diffusion effectif, c'est D fois UH sur D au carré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dispersion de Taylor-Harris. C'est le fait qu'un système qui a un gradient, le point clé en fait que vous regardez là-dedans, c'est le fait que le système a un gradient de vitesse. Donc ce H là, c'est l'échelle sur laquelle le gradient de vitesse hydrodynamique intervient. Et donc ça, on écrit ça sous la forme D fois un nombre de P clés au carré, et ce nombre de P clés, c'est UH sur D. D'ailleurs, c'est assez amusant, parce que vous voyez que le coefficient de diffusion effective est inversement proportionnel au coefficient de diffusion D. Ce n'est pas du tout des choses triviales, en fait. Mais c'est extrêmement efficace pour disperser, en fait, les écoulements. Alors, donc ça, c'est la dispersion de Taylor-Harris. Maintenant, je reviens à ce qui m'intéressait. Et ce qui m'intéressait, c'est la deuxième partie, c'est une paroi qui fluctue. Alors, contribution de Taylor-Harris à la diffusion. Donc, moi, le problème, ce n'est pas un problème de Taylor-Harris comme ça, c'est plutôt que j'ai une paroi, mettons, j'oublie ce qui se passe en bas, et cette paroi, elle fluctue, comme je disais, avec un certain spectre de fluctuation, Q de oméga. Alors ça, évidemment, quand la paroi va arriver comme ça, elle va générer un petit écoulement perpendiculaire, et inversement, dans les creux, c'est un écoulement dans l'autre sens, en fait. Et quand je vais vouloir estimer comment la diffusion de mes particules ici est affectée par cet écoulement, ce que je vais dire, c'est que finalement, la diffusion effective, ça sera une diffusion brute fois un nombre de P clés au carré, parce que ça, finalement, on a exactement un processus de Taylor-Harris. On a un écoulement qui augmente la diffusion. Simplement, la question, c'est le P clé, c'est U fois une échelle de longueur sur D. Quel est ce U? Quelle est cette échelle de longueur? Et donc, pour ça, il faut regarder un tout petit peu plus précisément quelle est la source d'écoulement ici. En fait, la source d'écoulement, elle vient d'un mouvement perpendiculaire. C'est l'hypothèse de base là, de ce petit calcul. Donc, en gros, si je fais un zoom, j'ai une vitesse ici, V perp, qui m'induit, de ma paroi, qui m'induit une vitesse V parallèle ici du fluide. Et ce V perp, en fait, c'est ni plus ni moins que dH sur dt. Et par incompressibilité, ce qui fait bouger la particule, c'est que le fluide est incompressible. Quand je pousse comme ça pousse sur les côtés. Donc ça, c'est d sur dx d'une vitesse parallèle fois le h total. Et là, le h total, c'est le h total du canal. C'est comme ça. Et ici, j'aurais dû mettre, ça c'est le H total, et le H total, c'est un H0 plus la fluctuation de la paroi.
Donc à l'ordre 0, ça, c'est à peu près H0. Et ça, la seule partie qui fluctue, c'est lui, donc c'est dH sur dt. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la vitesse. Parce que c'est cette vitesse-là qui va induire l'effet de mouvement. Donc en fait, ici, vous voyez que ça, c'est, en gros, si je passe en Fourier, c'est oméga h est égal à Q H0 V parallèle. Donc le V parallèle qui rentre dans le nombre de Peclet, c'est oméga h sur Q grand H0. Et maintenant, donc ça, on a un premier ingrédient du Peclet ici, parce que, en fait, le point important là-dedans, c'est que Taylor-Harris, on a l'échelle qui compte, c'est l'échelle sur laquelle il y a les gradients de vitesse. Donc là, c'est vraiment ce que je suis en train de calculer, en fait, là. Et donc, justement, l'échelle sur les gradients de vitesse, ça veut dire que L, c'est, en gros, c'est 1 sur Q. Parce que, ici, si je prends un mode avec une certaine longueur d'onde, égale à 2π sur Q, c'est sur cette échelle-là qu'on va faire bouger le fluide. Donc à la fin des fins, ça me donne que dans cette limite-là où ça bouge beaucoup, on a que le dF, c'est d fois le nombre de Peclet qui est ce V parallèle fois L, donc c'est 1 sur Q, sur D au carré. Et le V parallèle, je le recalcule ici, c'est oméga 2 H2 sur Q 2 H0 et avec un D ici comme ça. Et donc ça veut dire que quand... Donc là, j'ai pris un mode... enfin, j'ai pris un mode de fluctuation, et après, il faut moyenner sur les fluctuations. Donc le dF... j'ai dû oublier des carrés quelque part. Donc ça, c'est ça au carré, et ça au carré. Donc dF, c'est oméga sur dQ2 au carré, fois le H carré, qui est maintenant, en fait, généralisé n'importe quel mode, sur H0 au carré. Et donc ça, c'est une sorte d'autre limite qui dit que quand ça commence à bouger beaucoup, les fluctuations de vitesse, les fluctuations de la paroi augmentent la diffusion. Donc ici, on a un plus, alors que tout à l'heure, sur le calcul précédent de Fix-Jacob, on avait un moins. C'est-à-dire que... Donc en fait, on a deux limites ici. C'est Fix-Jacob, il dit que delta D sur D, c'est c'est moins H carré sur H0 au carré. Et Taylor-Harris, dans sa version simplifiée que j'ai fait ici, delta D, donc oui, ça c'est moins, et là c'est plus, et là par contre, là c'est pour une fréquence donnée. Donc je vais le noter, donc ça fait oméga sur dQ2 au carré, H carré de Q oméga sur H0 carré. Et à la fin, il faut moyenner sur tous les modes possibles. Et donc ici, c'est dQ, doméga. Et évidemment, il y a plein de préfacteurs que je n'ai pas mis. Donc là, j'ai deux cas limites qui disent que en fait, ce problème-là de fluctuation n'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des situations où, si c'est statique, c'est plutôt ça qui va dominer. Si c'est dynamique, c'est plutôt ça. En fait, la situation, c'est la somme des deux, d'une certaine façon. Alors, faire la somme des deux, c'est un peu dangereux. Il faut à un moment donné mettre les mains dans le cambouis. Donc ça, c'est ce qu'avait fait Sophie Marbach dans sa thèse, et où on peut traiter ce problème-là exactement, ce que je ne vais pas du tout faire ici. Et donc là, on obtient une formule complète que je ne vais pas du tout recalculer, parce que ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Mais par contre, on reconnaît un petit peu, alors de façon plus ou moins OK, quels sont les différents termes. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une partie augmentation, et cette augmentation, en fait, elle est reliée directement au Taylor-Harris. Alors, on ne voit pas exactement ce terme-là, ce n'est pas complètement évident, mais en fait, on voit bien que le nombre sans dimension qui est important là-dedans, c'est oméga sur dQ2. Et il y a une partie diminution, et cette diminution, c'est vraiment Taylor-Harris tel qu'on le décrit là.
Alors, mais le point clé de tout ce que je voulais vous faire, pourquoi je vous ai fait ça, c'était surtout pour vous montrer comment, une nouvelle fois, le coefficient de transport se relie au spectre des fluctuations d'une paroi. C'est-à-dire que ça, c'est une chose qu'on peut mesurer, par exemple, expérimentalement, et de ça, on peut en déduire comment ça augmente. Alors, en fait, au lieu de discuter cette formule en détail, vous voyez, c'est qu'en tout cas, il y a un point clé, c'est que suivant ce nombre de P clés, qui est oméga, je peux définir une sorte de nombre de P clés effectif, qui est oméga sur D0 Q2, et suivant ce nombre-là, eh ben, vous voyez, le numérateur, c'est oméga 2 moins dq2 au carré. Donc, suivant, si ça c'est grand, eh ben, c'est plutôt le terme positif qui l'emporte. Si ça c'est petit, c'est plutôt le terme négatif. Et qu'est-ce que ça veut dire ça c'est grand, ça c'est petit? Ben, en fait, c'est que dans le spectre des fluctuations des parois, la question c'est quels sont les termes dominants là-dedans? Si ça c'est piqué en oméga, par exemple je fais quelque chose de complètement fixe, ça sera indépendant de la fréquence. À ce moment-là, je vais avoir un système où ce nombre de P clés va tendre vers 0. Si par contre le système est très dynamique, il y a des pics à haute fréquence sur le spectre de fluctuation. Si j'ai des pics à haute fréquence, eh ben, c'est un nombre de P clés grand effectif qui va apparaître. Donc c'est ça c'est ce que j'ai retracé, ici comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement, là, je vous ai montré qu'il y a deux limites, et après, entre ces deux limites, eh ben, on peut interpoler, et ça, c'est le calcul exact. Donc ça, c'est D sur D0, et en gros, il y a 1, et là, c'est augmenté, et là, c'est diminué. Et en abscisse, on a ce P clé caractéristique. Et quand on a P clé d'ordre 1, eh ben c'est là où on n'a rien, en fait. Et alors, ce qui est amusant, et c'est ce qu'avait fait, donc là on a ces deux cas limites qui ressemblent beaucoup à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui est amusant, c'est qu'après, on peut placer sur ce graphe où sont les vrais systèmes. Et pour ça, en fait, il faut se demander, dans les vrais systèmes, quelles sont les fréquences caractéristiques et les tailles caractéristiques. Et c'est comme ça qu'on va estimer les nombres de P clés. Donc pour les systèmes biologiques, et ben par exemple, le nombre de P clés, ça dépend évidemment énormément de la taille caractéristique du système, les fréquences caractéristiques. Il peut y avoir des fréquences de polymères. Mais à la fin, on peut savoir quelle est la fréquence caractéristique. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, pour les systèmes biologiques, c'est entre 10-2 et 10-2, c'est qu'on peut avoir finalement tous les résultats. Des fois, ça peut augmenter le transport, des fois, ça peut diminuer. Après, donc Sophie elle s'était amusée à mettre un petit peu tout sur le système. Sur les systèmes, les MOF, les Metal Organic Framework, c'est un peu la même chose pour les éolites. En fait, on est à peu près aussi au milieu comme ça. Les ripples là, du graphène, si on met les temps caractéristiques, là, c'est plutôt augmenté. Donc, c'est-à-dire que le nombre de P clés caractéristiques qui viennent des fréquences associées au graphène qui fluctue dans l'eau, c'était plutôt au-dessus de 1. Et donc ça correspond à une diffusion augmentée. C'est exactement ce qu'on avait vu. Et nanotubes de carbone, les vibrations, si on met des phonons, même si c'est un peu une extension un peu non contrôlée de cette théorie, parce que les phonons, c'est plutôt tangentiel, et là, on a des perpendiculaires, mais on est plutôt une augmentation forte. Et, alors, Sophie avait même ajouté l'intestin, parce que donc on n'est plus du tout dans la nanofluidique, c'est plutôt la macrofluidique, mais en fait, il y a aussi des ondes, en fait, et en fait, ça augmente beaucoup, en fait. Le nombre P clé est très grand, bizarrement, et donc ça augmente beaucoup, en fait. Donc ça, c'était en gros le premier point que je voulais vous montrer, c'était comment, effectivement, ces fluctuations de parois, effectivement, ont un impact très fort sur le transport et produire de façon complètement, pas du tout évidente, l'augmentation du transport sur la situation. Donc ça, c'est la première situation. En fait, la question pour nous, c'était pas la question du transport, c'était plutôt, vous voyez, on s'intéresse à la membrane, etc. Si on a une membrane qui fluctue beaucoup, ça augmente la perméabilité. J'applique une pression, et je mesure, ça va augmenter la perméabilité de la membrane. En fait, il n'a pas fait ses calculs, ça reste sur la table. Par contre, on a fait les simulations de ça. En fait, le problème est très similaire, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la diffusion du centre de la perméabilité hydrodynamique
perméabilité vraiment L fois delta P. En fait, cette perméabilité, c'est la coefficient de diffusion, plus ou moins, du coefficient de diffusion du centre de masse que je vous ai montré ça, à des coefficients près, enfin, je vais mettre un proportionnel, et il y a du KT près. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est assez attendu, c'est que évidemment, tout coefficient de diffusion est lié à une coefficient de transport correspondante, et là, c'est la perméabilité globale du système. Et dans ces simulations-là, ce qu'avait vu Sophie, c'est que dans le graphène, la perméabilité était augmentée x4, en fait, ici, quand on autorisait simplement ces parois à fluctuer. Et ça, c'est pas du tout un résultat trivial, en fait. Et donc ça, on pourrait se dire, les arguments vont ressembler parce qu'on a aussi une diffusion du centre de masse au lieu d'une diffusion individuelle. Donc est-ce que c'est proportionnel au coefficient de diffusion d'une molécule d'eau? Ça, c'est pas du tout évident. Et il y a souvent des raccourcis qui sont faits là-dessus, mais en tout cas, ça vous donne que justement cette perméabilité obéit probablement à un comportement de ce type-là. Et ça, pour le coup, ça reste sur la table. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement intéressant. Parce que le fait que les fluctuations augmentent la perméabilité des membranes, ça serait vraiment une façon de passer outre un certain nombre de limites de certaines membranes. Donc, et évidemment, tout ça, là, je regardais les fluctuations thermiques, mais dès qu'on a des systèmes, ici, le point important, c'est qu'on a des fluctuations cachées dans la fluctuation de la paroi, mais ça peut s'exciter en fait par l'extérieur. Par exemple, si on met un laser ou on met un piézoélectrique, on pourrait imaginer augmenter. Donc tout ça, ça pourrait être une forme de façon d'augmenter ou diminuer à la demande le transport. Alors, je vais revenir, donc là, ça c'était le deuxième exemple, je vais prendre le troisième exemple, qui est un problème qui à la base est très simple, et vous allez voir, je vais faire un modèle très simple, mais que je trouve très riche. C'est la question de séparation dans les pores fluctuants. Alors pourquoi donc ça, c'est vraiment en lien avec la manip que je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, en tout cas, ce qui était argumenté sans trop de support, que certaines membranes, si elles commencent à fluctuer, on augmente la séparation, c'est pas du tout évident. Alors, une autre façon de voir le problème qui est aussi plus simple, c'est que, enfin, c'est pas une question d'être plus simple ou pas, mais c'est qu'un point clé dans les membranes, et donc là, on arrive tout doucement à des questions plus sur c'est quoi concrètement les membranes pour le dessalement, etc. Par exemple, ici, je prends tout un tas de membranes qui sont utilisées pour faire le dessalement. Et un point, alors je vais plutôt le mettre dans l'autre sens que sur le graphe ici. Si je mets la réjection du sel d'une membrane, donc une membrane, si vous vous souvenez, donc par exemple, là c'est surtout des membranes polymères ou des éolytes, il y a des pores, et ce qu'on veut, c'est que l'eau passe à travers et que le sel soit repoussé par la membrane. Et il y a le point clé de tout ce domaine des membranes, c'est ce qu'on appelle le compromis entre la perméabilité et la solubilité. C'est quelque chose d'assez évident, c'est que si mes membranes, si je fais plutôt un graphe, si mes membranes sont telles que le soluté n'arrive pas à passer, ça veut dire que le trou est petit, donc la perméabilité est faible. Si par contre la membrane a des très gros trous, à ce moment-là, la perméabilité, l'écoulement de l'eau ici est fort, mais on ne rejette rien. Donc en fait, on a toujours ces sortes de graphes, qui est une forme de sketch ici, entre sélectivité et perméabilité, qui est une sorte d'obsession un peu de tout ce domaine des membranes, où en gros, on ne peut pas faire autrement que de perdre en perméabilité si je gagne en sélectivité et vice-versa. Et évidemment, le but, c'est d'aller dans le coin, là. Parce qu'on voudrait avoir des membranes super perméables, mais qui sont super sélectives. Et par exemple, un peu comme l'aquaporine. Et donc, la question que je vais poser ici, c'est en quoi les fluctuations peuvent aider à ça.
Et alors les fluctuations, alors, ce qui est amusant dans les fluctuations, c'est qu'on revient à un problème simple, qui est le démon de Maxwell, et qui est que le démon de Maxwell, c'était lié aux grandes discussions qu'il y avait au début du XXe sur l'entropie, etc. Et Maxwell avait posé cette sorte d'expérience de pensée où un démon venait ouvrir ou fermer une porte, en fait. Et donc le démon disait, bah, si c'est de l'eau, je te laisse passer, si c'est du soluté, je te laisse pas passer. Quelque part, c'est une sorte de vigile à l'entrée d'une boîte qui dit, toi tu peux passer, toi tu peux pas passer. C'est un physionomiste, en fait, le démon de Maxwell. Et ça, c'est un peu le rêve des membranes, parce qu'on veut faire passer certaines molécules, mais pas d'autres. Et bon, un vigile comme ça mange beaucoup, et le démon de Maxwell, il a besoin d'énergie pour fonctionner, donc il n'y a pas de miracle non plus comme ça. Mais la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'au lieu d'avoir un démon là, qui ouvre et qui ferme de façon très particulière, on peut finalement laisser les fluctuations faire. Donc c'est un petit peu comme si on avait une sorte de démon un peu fou qui ouvre et qui ferme en permanence sans savoir exactement. Donc là, on part dans l'idée que on a... Là, je vais prendre un pore dans une membrane, mais tout ça se généralise très facilement à plein de pores. Un pore dont le rayon dépend du temps et fluctue, c'est-à-dire que ça s'ouvre, ça se ferme. Alors là, on peut prendre un pore circulaire, on peut aussi prendre un pore sous forme de languette, parce que Sophie s'était amusée à fabriquer des languettes comme ça, par exemple, qu'on peut faire par gravure par fibre. Et bon, ça n'a pas très bien marché, en fait, ces expériences, mais en tout cas, c'était une tentative. Pourquoi c'est aussi intéressant, c'est que là, le pore s'ouvre et se ferme physiquement. On peut imaginer aussi des fluctuations liées à la charge de surface sur ce pore. Et auquel cas, on va revenir la semaine prochaine sur le tamisage, notamment le tamisage électrique. Évidemment, si la paroi a une charge de surface, elle va éliminer de facto les sels de même signe. Et donc, on peut aussi faire du tamisage avec des fluctuations de charge. Donc, on peut imaginer plein de situations. Et alors, en fait, ça, c'est un article assez court de Zwanzig que je trouve vraiment amusant, en fait, qui était un peu la base de tout ça. Et donc l'idée, à la fin, dans tout ça, alors que ça soit excité ou pas, c'est que si les particules, si la porte est ouverte, on peut passer, si elle est fermée, on n'arrive pas à passer. Et est-ce que ça favorise les grosses, les petites? Enfin, c'est un petit peu toutes ces questions-là qu'on essaye de discuter. Donc c'est une sorte de démon. Alors, comment on va traiter ça? Et c'est ça que je trouve joli dans ce petit article de Zwanzig, c'est pour ça que je vais vous le raconter. Parce qu'en plus, on peut en tirer des leçons assez amusantes. Donc ça, en anglais, on appelle ça des toy models. Et Jean-Philippe Bouchot utilisait le terme de modèle métaphorique, que je trouve assez joli, en fait. Parce que l'idée, c'est pas du tout d'avoir des lois très précises, c'est plutôt de se dire, on va essayer d'apprendre des leçons, en fait, de ce modèle très simple, parce qu'on sait calculer jusqu'au bout les choses. Alors, donc ici, quoi qu'il arrive, j'ai un certain paramètre qui est... donc ici, par exemple, sur cet exemple-là, c'est le rayon. Voilà, en tout cas, c'est un paramètre qui caractérise l'ouverture ou la fermeture du pore, ou la charge, ou ce que vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je regarde si des solutés peuvent traverser ça ou pas. Donc, en fait, le nombre de particules de soluté, par exemple, je mets une certaine concentration de soluté, que j'ai noté C ici. Et cette concentration de soluté, donc ça va traverser par une loi de Fick le système. Donc typiquement, là par exemple je vais prendre un pore circulaire pour simplifier, puis on pourra généraliser à n'importe quoi. C'est la surface comme ça, sur l'épaisseur de la membrane. Alors j'ai noté ça E ici, fois donc ça c'est le coefficient de diffusion fois la surface sur E, fois je pars d'une certaine concentration ici, et admettons je mets 0 de l'autre. Et ça, c'est le nombre de solutés qui est dans ce réservoir. Donc c'est C fois un certain volume. Alors, soit le volume du réservoir. En fait, en pratique, on peut réfléchir à ça, et c'est plutôt parce que si la membrane a plein de pores, c'est plutôt une sorte de volume qui est lié à la distance interpore. Enfin, c'est plutôt ça que ça veut dire. Bon, peu importe. Mais en tout cas, on a une équation du type dC sur dt. Et donc ça, c'est la variation de concentration qu'il y a ici. C'est moins
un certain coefficient, qui est ce gros machin-là, qui dépend de x, qui ici c'est r, ici k est égal à un certain petit k fois r carré, fois c. Mais maintenant, je dis que le port fluctue. Et donc, le port fluctue, donc il s'ouvre, il se ferme, donc il y a des fluctuations de taille. Et donc ces fluctuations de taille, on va écrire une équation de Langevin en fait dessus. Et là, on va éliminer tous les termes inertiels de l'équation de Langevin. On va supposer que c'est que des termes suramortis. Et donc, on écrit 0, c'est un moins gamma dx sur dt. Ça, c'est, donc gamma, on va dire c'est proportionnel à la viscosité, par exemple. Et on va mettre une sorte de force de rappel. Donc, je vais mettre un K1x et une force aléatoire. Et donc ça, je peux le réécrire sous la forme dx sur dt est égal à moins lambda x plus delta, donc là je vais mettre un delta f tilde et là un delta f de t. Et delta f de t, delta f de 0, et c'est toujours la magie de l'équation de Langevin, c'est que en fait on peut savoir exactement, elle doit obéir à fluctuation-dissipation, et si elle obéit à la fluctuation-dissipation, ce delta f tilde est corrélé au gamma. Et comme ici, je divise par gamma, en fait, c'est le bruit, c'est k fois θ, où θ, c'est une sorte c'est les fluctuations à l'équilibre du r carré. Parce que ça ressemble à une sorte de ressort, en fait. Donc, fois delta de t moins t'. Et k, enfin, voilà. Donc, alors, avec ça, on va pouvoir, en fait, on commence à pouvoir calculer en fait des. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un k. En fait, c'est lambda. Excusez-moi. C'est ce lambda là qui compte là. Donc, vous voyez, le problème de facto, il n'est pas complètement évident parce que ça relaxe avec un certain taux, mais ce taux dépend lui-même du temps. Donc, ce n'est pas un problème complètement évident à traiter. Et de certaine façon, c'est un bon exercice, on va dire, comme un bon exercice de physique statistique de faire ça. Et la façon dont Zwanzig le fait, c'est il faut écrire une équation de Fokker-Planck. Pour traiter ça. Donc, je crois que je l'ai noté. L'équation de Fokker-Planck, c'est qu'on se dit, on part du fait que j'ai une certaine probabilité d'avoir une concentration, un x, à un certain temps donné. Et donc, l'équation de Fokker-Planck associée, ça s'écrit d sur dc, delta c sur delta t fois p, moins d sur dx, delta x sur delta t fois p, plus d sur dx de delta x carré sur 2 delta t fois p. Et par ça c'est une notation en gros pour limite delta t tend vers 0 de delta x sur delta t. C'est l'équation de Fokker-Planck, c'est une façon, voilà, on se ramène à une équation sur les moments et le bruit est caché dans ce deuxième moment. Ces parties-là, c'est les parties, on va dire, où ça évolue de façon convective. En fait, ça, c'est les vitesses dc sur dt et delta x sur dt, c'est la vitesse convective, et on a rajouté un bruit, et nous, le bruit, il n'est que sur x. Il n'y a pas de bruit sur c. Le bruit sur c est implicitement lié au bruit sur x. Alors ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça, dc sur dt, en fait, il suffit de le lire. Delta c sur delta t, c'est ce terme-là. Donc ça, c'est moins k de x fois c fois p, donc. Ce delta x sur delta t, ça, on va le lire ici. dx sur delta t, la limite quand delta t tend vers 0, c'est moins lambda x. Et le delta x carré sur 2 delta t, ça, c'est le coefficient de diffusion. Et le coefficient de diffusion, où est-ce qu'on le lit? On le lit ici.
Et donc, ce terme-là, on pourrait le calculer en résolvant cette équation de Langevin, en fait. Donc ça, c'est lambda θ. Alors, ben voilà, maintenant, on a une équation sur P qui est beaucoup plus simple à résoudre que cette équation où le x dépend lui-même du temps, etc. Alors, il y a la première chose, c'est que je ne vais pas la résoudre complètement au tableau, mais j'aime bien donner juste les étapes, en fait, pour dire que si vous avez envie de le refaire, vous le faites vous-même. La première chose, c'est qu'on peut calculer une concentration moyenne à un x donné. Donc ça, c'est la moyenne de P sur C. Et la concentration moyennée sur tous les x, ben, ce sera ça. Mais déjà, sur ça, en fait, il suffit de multiplier tout ça par C et de calculer la moyenne, en fait, sur C, l'intégrale sur C. Donc, par exemple, pour dire, ici, j'ai un D sur DC, je multiplie par C, et j'intègre sur C. Donc, par intégration par partie, je change juste le signe de ça. Bon, c'est des détails un peu pédestres, mais c'est toujours intéressant. Ça fait donc moins K de X, C bar de X et de T. Et ce terme-là, ben, lui, il ne change pas, moins lambda X. Et donc, je le réécris comme ici sur la forme, D sur dx de C. Donc ça, c'est un coefficient de diffusion. Et la force ici de la restoring force, c'est x sur θ fois C bar. Alors là, c'est une équation de diffusion en fait, avec un terme de perte. Et en fait, ça se résout en fait analytiquement complètement. Et c'est-à-dire que, comme vous faites une sorte d'ansatz, vous dites ça, c'est ça moins un mu x2. Et vous mettez ça là-dedans, et vous avez deux équations différentielles simples sur nu de t et mu de t. Enfin, voilà, et de ça, à la fin, vous arrivez à calculer le C. Donc, le point clé de tout ça, c'est que vous avez une solution analytique exacte. Et cette solution analytique exacte va vous montrer que la concentration, et c'est là où on va commencer à faire des choses plus intéressantes, la concentration, en fait, elle va décroître de façon exponentielle, avec une certaine constante. Donc ça, par exemple, ça, c'est les simulations de Zwanzig. Avec une certaine constante. Cette constante, je vais la noter là, parce que je vais la discuter. C'est lambda sur 2, racine de 1 plus 4k θ sur lambda moins 1. Alors, le premier point, c'est que on peut étudier différentes limites. Par exemple, la limite où lambda est grand. En fait, la limite quand lambda est grand, vous voyez, c'est très facile à faire. Vous développez ce terme-là, c'est kθ sur lambda avec un demi devant, et le lambda disparaît, c'est-à-dire que le k infini, c'est en gros kθ. Et ça c'est assez évident en fait, parce que la limite lambda grand, c'est que le k de r, ici, j'ai pris un port circulaire, j'ai oublié de vous dire, c'est k r carré, et le k de r, en gros, je moyenne le k de r sur sa valeur initiale d'équilibre, et ça, c'est θ. Bon. C'est pas la limite la plus intéressante, lambda grand, parce que lambda grand, si vous vous souvenez, lambda, ça se comporte comme l'inverse de la viscosité. Ça veut dire une viscosité faible, ce qui n'est pas vraiment le cas qui nous intéresse. Le cas qui est beaucoup plus intéressant et qui est plus pertinent, c'est lambda petit. Alors, il se trouve que si lambda est vraiment égal à 0, en fait, ça ne décroît plus exponentiellement, mais algébriquement. C'est-à-dire que ça décroît, C décroît en 1 sur racine du temps, quelque chose comme ça. Donc ça c'est une première indication qu'il se passe quelque chose de pathologique quand la viscosité est assez grande. Et on n'a plus une relaxation exponentielle, et plus une relaxation exponentielle, c'est très bien pour nous. Rappelez-vous, nous, ce qui nous intéresse, c'est la sélectivité. Si ça décroît algébriquement, c'est que ça décroît très lentement, donc on perd très peu de particules. Donc le lambda tend vers 0 est la limite intéressante. Alors, si je fais lambda tend vers 0, on peut avoir, par exemple, ici, ici c'est ce terme-là qui domine. J'ai lambda fois racine de machin.
Donc ça va faire racine de k θ lambda. Où k, si vous vous souvenez, c'est le coefficient de diffusion, c'est proportionnel au coefficient de diffusion de soluté. Ça, c'est la taille du pore moyenne au carré. Et lambda, c'est lié au taux de relaxation du pore. Ça, c'est en 1 sur la viscosité. En fait, alors, le premier truc, c'est que, bon, ok, ça donne ça, c'est le modèle exact. Ça, on peut le comprendre de façon avec une loi d'échelle, en fait. C'est-à-dire que le K infini, c'est un K R carré, et quand, en fait, c'est un K R carré de T, et ce R carré est lui-même, le système va diffuser avec une certaine diffusion fois un temps T. Or, et ce coefficient de diffusion, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est K θ. C'est en tout cas avec les unités. Et qu'est-ce que c'est que ce temps T? En fait, le système, en gros, le point important, c'est sur quel temps la concentration aura évolué. La concentration, elle évolue sur le temps 1 sur K infini. Et donc, j'ai K infini est égal à... Pardon, à chaque fois je note K, c'est lambda θ. K lambda θ sur K infini. Et donc, j'en déduis que K infini, ça se comporte comme racine de K lambda θ. Et d'ailleurs, vous pouvez généraliser ça. Là, j'ai pris un port circulaire. Si vous prenez un port comme une porte, là, comme je vous montrais tout à l'heure, ici, c'est linéaire en x, et dans ce cas-là, c'est une puissance 1 tiers. Donc, à chaque fois, c'est des puissances faibles, en fait, plus petites que 1. Alors, donc c'est là peut-être la partie la plus pertinente, à mon avis, c'est qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Parce que, bon, voilà, on a calculé un modèle, c'est amusant, ça fait un bon exercice si vous faites un cours de physique hors équilibre. Mais les conséquences. Alors, je crois que j'ai fait un slide pour décrire ça. Les conséquences, en fait, c'est assez intéressant, en fait, parce que vous voulez comparer en fait, un système où il y a un port avec une taille R, un système avec un port avec un R qui va fluctuer, suivant cette loi-là. Donc, si vous prenez, par exemple, là, je reviens dans le contexte de ce compromis perméabilité-sélectivité. Si la perméabilité, le port de taille c'est pi R4 sur 8 θ, éventuellement des effets de glissement que je ne considère pas là. Ça, c'est la perméabilité hydrodynamique, avec l'épaisseur petit e ici. Et ici, on peut se convaincre assez vite que ça, dans le port fluctuant, ça sera proportionnel à la moyenne de R4. Et ça, c'est θ au carré, grosso modo. C'est par définition, c'est les fluctuations de la taille. Et maintenant, la sélectivité. Alors ici, là, on n'a pas vraiment de sélectivité vraiment du système. Mais par contre, la sélectivité ici de ce port-là va être cachée dans le fait de combien je perds de particules. Donc c'est dans cette constante K. Et cette constante K, c'est le coefficient de diffusion du sel fois pi r carré sur E. Et donc plus ça c'est petit, mieux c'est. Et ici, justement, le point c'est que dans ce cas ici de friction suffisamment forte, de viscosité suffisamment forte, ça c'est en racine de K lambda θ, donc c'est en racine de θ. Et donc si je définis ici une sorte de taille effective qui est la racine de θ, ça c'est en RF puissance 4, alors que ça c'est en racine de RF. Et donc si je trace ces deux cas l'un versus l'autre, c'est-à-dire qu'en gros on a la perméabilité et de combien de sel je perds. Donc, en fait, je pourrais définir l'inverse d'une susceptibilité. La perméabilité, dans les deux cas, c'est en fonction de ce RF, c'est en R puissance 4. Dans le cas où le port est fixe, c'est en R carré. Et par contre, dans le cas où le port est fluctuant,
donc ça, c'est plutôt... Je devrais tracer une autre couleur. Ça, c'est le K infini. Ça, c'est le L. Et donc, le point ici, c'est que pour une même perméabilité, vous perdez beaucoup plus de particules quand le pore est rigide que quand le pore est fluctuant. Parce que le K infini est beaucoup plus petit ici que dans l'autre cas. Donc ça, c'est un point intéressant, et c'est amusant parce que en recherchant un petit peu dans la biblio, on trouve voilà, des articles parfois, et notamment il y avait un article que je montre juste après là, sur le nucléaire pore complexe. Et ce nucléaire pore complexe, donc je ne suis pas du tout spécialiste de ce système-là, mais en gros c'est un pore, et à l'entrée de ce pore, il y a des sortes de filaments qui fluctuent. Donc Jean-François pourrait décrire ça beaucoup plus bien plus en détail que moi. Et donc ça, c'était des mesures AFM. Et en fait, ils expliquaient exactement, d'ailleurs j'ai repris une citation de cet article, c'est que le mécanisme qu'ils ont décrit avec les mains là, c'est exactement ce que je suis en train de vous décrire là. C'est-à-dire que une petite molécule voit une diffusion rapide, et donc elle voit un petit peu comme si tout était gelé, donc elle peut facilement passer à travers. Une grosse molécule va voir un environnement beaucoup plus... en gros, le pore, une grosse molécule qui diffuse plus lentement, va avoir un pore complètement bouché. Donc ce système-là est très sélectif, même si la taille du pore, en fait, elle change très peu, en fait. Et donc, est-ce que ça explique les manips? Donc c'est là où j'ai une demi-réponse à proposer Jean-François, c'est que, évidemment, à la fin, tout ça, si on a une molécule qui diffuse un peu plus rapidement qu'une autre, on peut faire une sélectivité assez pointue sur le coefficient de diffusion, en fait, plus que sur la taille. Et donc, est-ce que c'est ça qui est à l'œuvre ici? On pourrait tenter de le croire, parce que c'est en fait le rapport, c'est sur ces deux coefficients là, qui vont différer pour D2O et H2O. Après, il faudrait vraiment mettre les chiffres, et ça, c'est pas clair pour moi, en fait. Et donc ça, c'est une question ouverte, mais que je trouve intéressant, et vous voyez, c'est un papier très récent de 2020. Alors, juste dans les 5 minutes qui restent là, je vais juste décrire les résultats, parce que, en fait, le travail qu'on avait vraiment fait avec Sophie à l'époque, c'était plutôt de se dire, non pas aller étudier ce phénomène-là, cet article de Zwanzig, mais plutôt de se poser la question, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je force le pore? Et donc, si je force les fluctuations. Alors, de façon pédestre, ça veut forcer les fluctuations, c'est-à-dire que j'applique une force extérieure qui fait que le pore s'ouvre et se ferme en permanence, par exemple, à une certaine fréquence. Par exemple, ici, je suppose que l'ouverture moyenne, c'est une fonction sinusoïdale du temps, par exemple. Alors, de façon pédestre, et je ne vais pas le refaire ici, on peut faire exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Ce que ça ajoute juste, c'est que en forçage, on va avoir que dx sur dt, c'est moins lambda x plus la force aléatoire, et j'ajoute une force extérieure. Et bon, cette force extérieure, elle est quelconque, ce qu'on veut, elle peut être à une certaine fréquence. Et cette force extérieure, en fait, dans les équations précédentes, ça revient juste à remplacer lambda x par lambda x plus cette force extérieure. Donc c'est vraiment très simple à faire. Et il y a toujours, voilà, c'est toujours, si vous faites une petite simulation de ça, ça donne toujours une relaxation exponentielle. On peut tout calculer, c'est un peu moche, et ce n'est pas l'objectif de décrire ça. Mais c'est toujours pareil, c'est ce modèle métaphorique, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas la formule en soi, mais qu'est-ce qu'on en tire comme leçon. Et ce qui est surtout frappant dans ce résultat-là, c'est qu'on a un diagramme de phase assez complexe, en fait. C'est-à-dire que si je trace le K infini en fonction de la fréquence et du lambda, qui est le temps de relaxation, le taux de relaxation de la porte, ben vous voyez qu'on a des courbes qui dépendent beaucoup des paramètres. Et en fait, on a différents régimes où le K est grand, le K est petit, et tout ça séparé par des fréquences caractéristiques. Et ce n'est pas une surprise, cette fréquence caractéristique, c'est exactement la fréquence qu'on avait précédemment. Alors, pourquoi ça c'est intéressant? Ben, c'est parce que, par exemple,
là, on va arriver à la sélectivité. C'est-à-dire qu'on trace, donc par exemple, ce qu'a tracé ici Sophie, c'est la sélectivité, c'est combien le soluté arrive à traverser la paroi fluctuante forcée à une certaine fréquence. Et ça, on le trace pour différents lambda. Différents lambda, ou différents K, par exemple, plutôt. Le K, si vous vous souvenez, c'est proportionnel à la coefficient de diffusion du soluté. Et donc, ce qu'on voit, par exemple, ici, sur cet exemple, c'est que si vous prenez des cas différents, eh bien, vous avez en gros, il y a une fréquence caractéristique pour chacun des systèmes. Donc, on a K1, là, on a K2. Et suivant, dire qu'on a une diffusion plus grande que l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui passe plus vite que l'autre. Et en gros, le taux de passage à travers la membrane dépend énormément de la fréquence, en fait. Et donc, suivant la fréquence, c'est-à-dire le bouton extérieur, vous pouvez dire j'ai le soluté rapide qui va passer ou le soluté lent qui va passer. Et donc ça rejoint le tamisage anthropique. Et par exemple, si vous faites un modèle un tout petit peu plus, qu'on arrive mieux à comprendre, c'est-à-dire au lieu de partir seulement des mobilités, on peut considérer par exemple les tailles de particules. En fait, ça généralise en fait le modèle précédent. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais on arrive à se dire, mais c'est quoi le passage d'une molécule par rapport au passage d'une autre molécule? Et là, vous voyez qu'on peut avoir, en fonction de la fréquence, une énorme augmentation de sélectivité si on sait contrôler la fréquence dans les gammes autour de cette fréquence ici, comme ça. Et donc, cette fréquence-là, en fait, si vous mettez des ordres de grandeur, ça, alors après, c'est là où on peut discuter des ordres de grandeur, je ne vais pas le faire là, mais c'est typiquement entre 1 et 10, des dizaines de mégahertz, typiquement. Donc, ce n'est pas non plus complètement absurde, et c'est des fréquences qu'on peut atteindre au laboratoire. Alors après, ça dépend en plus des particules qu'on veut sélectionner. Mais donc là, ça vous montre tout doucement que jouer avec les fluctuations et les fluctuations forcées, ça peut permettre d'avoir une sélectivité renforcée. Donc là, ça pose la question de est-ce qu'on peut forcer ces expériences-là qui avaient été faites en laissant les fluctuations thermiques? Ça serait beaucoup plus intéressant de les faire en forçant en fait, les fluctuations et de voir ça en fonction de la fréquence. Et alors, juste pour finir, dans les 2 minutes qu'il y a, ce problème-là, en fait, à la fin, donc très intéressant, voilà, ça suggère des voies différentes pour faire la séparation, mais ça pose quand même une question intéressante sur la pression osmotique. Et dans la pression osmotique, on va en discuter de façon exhaustive dans le cours 6, je crois. Mais parce que, imaginez la situation, c'est qu'on a un port qui s'ouvre et qui se ferme. Et on a du sel, par exemple. Et donc, si le port est complètement ouvert et le sel peut passer, la pression osmotique, elle est nulle, parce que la pression osmotique, c'est lié directement au fait que le sel ne peut pas traverser. Si maintenant le port est tout petit, la pression osmotique, elle est plein pot. Et donc, vous voyez qu'ouvrir le port, par exemple, si on a un sel qui fait hydraté, il fait 7 angstroms, si j'oscille entre 6 et 8 angstroms, le port, ma pression osmotique va varier de 30 bars, entre 30 bars et 0, quand j'ouvre et je ferme. Et alors, c'est une question qui m'avait perturbé un peu à l'époque. En fait, la réponse est plus simple que ça. Et alors, je vais y revenir exhaustivement dans le cours 6, mais l'idée est assez simple, finalement, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la sélectivité de la membrane, le taux de passage. Et la sélectivité de la membrane, c'est ça c'est le coefficient, ce qu'on appelle un coefficient de réjection, pardon. C'est ça qui contrôle la pression osmotique, sigma. C'est-à-dire que si tout passe à sigma égale à 0, il n'y a pas de pression osmotique. Si tout ne passe pas, égale 1, et kT delta C, c'est ce auquel on reviendra. Et en fait, ce sigma, c'est le taux de réjection. En fait, quelque part, le taux de réjection, c'est exactement proportionnel au 1 moins sigma. C'est-à-dire que la réjection de ce système, c'est lié directement à ce taux de passage au travers de la membrane. Or là, on vient de calculer le K en fonction de oméga, et donc ça veut dire que là, on a directement la pression osmotique en fonction de la fréquence. Donc ça veut dire que la pression osmotique, en fait, maintenant devient une fonction de la fréquence. Quand vous ouvrez ou vous fermez, vous ouvrez ou vous fermez. Et alors, il se trouve qu'elle diminue ici sur cet exemple. Je reviendrai largement dessus
dans le cours spécifiquement sur la pression osmotique. Et là, on verra qu'on peut en fait faire des choses beaucoup plus bizarres que ça, en fait, avec ces modèles d'ouverture et de fermeture. Donc, la conclusion de tout ça, et c'est là-dessus que je vais arrêter, c'est j'ai pris quelques exemples choisis sur l'effet des fluctuations. Et donc, une nouvelle fois, l'idée, c'est de ne pas avoir un effet exhaustif, mais c'est tout doucement vous montrer que d'une part, les fluctuations, ça impacte quand même considérablement le transport, et d'autre part, que ça peut être un atout pour séparer les particules, qui n'est absolument pas exploité à l'heure actuelle. Donc vous avez vu, il y a ce papier 2022 qui pointe un effet de ce type-là, mais c'est vraiment un domaine où il manque cruellement d'expérience et qui, à mon avis, est un atout pour les membranes actives, en fait. Donc il y a beaucoup de choses sur les systèmes actifs, il faut aller écouter les cours de Jean-François là-dessus, mais les membranes actives, où on injecte de l'énergie localement dans les membranes, il y aurait en fait tout un tas de questions du même type que celles que j'ai décrites. Voilà, je vous remercie. Et juste pour finir, le séminaire qui suit, c'est Benoît Quan, qui va parler de milieux nanoporeux. Enfin, je le représenterai juste après. Voilà. Merci beaucoup.